Caroline Aubert, bonsoir. Bonsoir. Donc une petite présentation qui va être un peu longue puisque vous avez eu de multiples vies avant d'être éditeur chez Seuil. Vous avez fait un peu de Sciences Po, une maîtrise de droit, un DEA de littérature et civilisation anglaise et américaine. Et après, vous êtes devenu votre premier vrai travail, c'était traductrice. Avant de reprendre donc Le Masque en 2003, de rentrer en Masque en 2003. Tu es journaliste aussi. Et journaliste, et chroniqueuse, journaliste. Et donc du coup, après le Seuil, le 4 juillet 2011. Donc on va bon. Voilà, donc on va parler un tout petit peu d'abord, pour commencer, de votre premier métier, on va les faire un par un, sur la traduction. Moi j'ai quelques questions, parce que du coup c'est un sujet aujourd'hui qui a été très polémique pendant très longtemps dans le polar, les traductions, avec le passé de Gallimard qui traduisait, dans une précédente interview, vous parliez de votre amour de Chandler, de Chase, de Hammett. C'était des traductions qui avaient été tronquées, vidées un peu de pas mal de chapitres, etc. Vous, aujourd'hui, en tant qu'éditrice, vous faites beaucoup, et ancienne traductrice, vous faites beaucoup attention, j'imagine, à la traduction. Comment est-ce que, justement, on arrive à adapter un texte en gardant l'esprit, en gardant la lettre? Quel est le plus important, en fait? Le plus important, c'est la voix. Alors là, je paraphrase Guérif à 100%, mais enfin, c'est quand même vrai. Une fois qu'il l'a dit, c'était une vérité première. Quand je lis un texte en anglais, l'espagnol un peu moins, mais surtout en anglais, j'entends une voix, je vois une structure narrative et une structure d'écriture syntaxique, lexicale, et je pense tout de suite à quelqu'un. C'est-à-dire que quand j'ai lu William Gay, j'ai pensé à Gracias. J'ai pensé à Michel Ledrer et à Gracias. Et il y avait un type formidable qui traduisait Nick Tosches et qui est mort, qui s'appelait François Lansquin, si je me souviens bien. Alors, j'aurais pensé à lui s'il avait été vivant. Et tout de suite, il y a un traducteur qui s'impose. Pour les Winslow un peu actifs, un peu violents, je pense Michalski. Pour les Winslow plus poétiques, plus cyniques, soft et un peu ambulants, je pense Philippe Loubat-Delran qui avait traduit les Nil Carré et qui traduit Thomas Cook aussi. On n'a pas mis Thomas Cook là? Non, on n'a pas mis Thomas Cook. Caramba, on rattrapera ça. Donc voilà, ces traducteurs qui ont des qualités très différentes, que je connais bien depuis longtemps, parce que comme traductrice, je les fréquentais. On se retrouvait dans les festivals ensemble, dans des conférences comme ça, dans des salons en province. On s'échange les recettes entre traducteurs, on s'appelle quand on s'appelle, oui, quand on s'appelle, comment tu ferais pour ça, etc. Oui, quand on a vraiment une grosse tuile, mais en même temps, chacun a son registre. L'idéal, quand on est traducteur, c'est quand même de pouvoir traduire ce qu'on sait traduire. Parce que moi, j'y crois pas au traducteur qui peut tout traduire. Je veux dire, on fait pas cuisine et pâtisserie. Hein, c'est pas. Enfin, j'y crois pas. Donc, un bon éditeur, c'est quelqu'un qui trouve la bonne voie. Alors, dans des langues comme l'hébreu, par exemple, Nishani qui est là, oui. C'est plus compliqué parce qu'il y a peu de traducteurs. Mais néanmoins, on sait. Alors là, on s'appelle entre éditeurs. Là, on s'appelle entre éditeurs parce qu'on se connaît quand même. Et voilà, c'est un texte de tel registre et tout. Ah non, prends pas machin, il est trop journalistique, ou prends pas machine, elle est trop littéraire. On arrive. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous ne faites plus d'autres traductions, ça vous manque pas un peu? Parce que vos traductions de Si, Richard Stark, j'ai retraduit, j'ai relu, révisé et beaucoup travaillé sur la réimpression, enfin la rediff, si on peut dire, d'un roman de Stephen Macaulay qui s'appelait L'Art de la fugue. Et le film étant sorti, le bouquin est ressorti dans une traduction révisée, parce que j'ai tout révisé, donc j'ai retraduit, j'étais ravie. Et donc aujourd'hui, sur les textes que vous publiez, vous êtes dans la descente de Guérif, c'est celui qui disait justement que les textes doivent être traduits. Vous êtes imperturbable là-dessus, c'est-à-dire que c'est vraiment le. Je suis pas très souple. Ouais. Je suis pas très souple. En même temps, chaque langue a ses spécificités et on va pas faire du mot à mot. Enfin, je veux dire, la traduction, c'est pas de la version. Les gens qui croient que c'est de la version, faut vraiment qu'ils s'enlèvent ça de la tête. Donc il y a un moment où est-ce que le lecteur français va comprendre ça s'il n'a pas fait d'études de civilisation espagnole ou italienne, etc. Non. Donc il y a un moment où on aménage. Oui, parce que les jeux de mots, les choses comme ça, voilà. Alors on aménage dans la souplesse. Les jeux de mots, c'est autre chose. Il n'y en a pas tellement qui sont vraiment drôles, hein, je veux dire, à part Westlake et deux ou trois. Oui, voilà, je pensais à Westlake justement parce que. Oui, mais Westlake, c'est pas dur.
Le seul truc qui était difficile avec Westlake, c'est qu'il mettait des mots soit allemands, soit yiddish, ça dépendait. Et donc un jour, il était de passage à Paris et je lui demande, je lui dis, ça veut dire quoi ça? Il me dit, je sais pas, je l'ai inventé. Je dis, ok, donc j'invente aussi, il m'a dit oui. Bon, Oui, c'est bon. Je sais plus où j'ai eu ça, que de toute façon, le yiddish, c'est de l'allemand Oui. avec Jean l'humour. Oui. Avec l'humour en plus. Oui, Voilà. l'humour en plus, oui, L'humour en plus. nettement. Mais il y avait à l'époque un agent qui est mort maintenant, qui s'appelait Boris Hoffman, qui parlait bien yiddish. Donc quand j'avais des problèmes sur de l'humour yiddish, je déjeunais avec lui. Voilà ce qu'on fait. D'accord. Alors ensuite, donc vous faites journaliste. Là aussi, c'est encore un autre, enfin, chroniqueuse. Ouais. On en parlait avant de cette interview. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier est plus le même. Il y a moins de liberté. Il y a moins de. À l'époque, vous pouviez Découvrir. monter au créneau, défendre des auteurs, ce que nous on peut faire Absolument. encore en librairie aujourd'hui. Alors ça, c'est un travail que, pour ainsi dire, plus personne ne fait. J'ai même été interviewée par un journaliste l'autre jour sur ce que je pensais de l'évolution de tout ça. Près de croire qu'il n'a pas reproduit les 2 tiers de ce que je lui ai dit parce que c'était pas du tout politiquement correct. C'était les journalistes ne font plus leur métier comme avant. Je dis pas qu'ils ne le font pas, mais ils ne le font plus comme avant. Ils ont des contraintes d'espace, hein, c'est la vignette. C'est pas très dur à faire, c'est la même longueur qu'une 4e de couve. Bon, donc autant lire la 4e de couve si elle est bien faite. Les grands portraits, les grands sujets, c'est pour les gens déjà connus. Comment est-ce qu'on a un auteur déjà connu? Pas facile. Soit on le pique à l'autre, ça veut dire qu'on met un chèque plus gros. Soit effectivement l'auteur n'était pas content de son éditeur et l'agent essaye de le placer ailleurs. C'est vraiment du commerce, hein, c'est de la boutique, on est au marché là. Et c'est pas l'aspect le plus joli de la profession, mais il faut en passer par là. Soit on le découvre et on a un coup de peau formidable, c'est-à-dire qu'au premier ou au deuxième, ça marche. Mais après, sinon, c'est vrai Magique. que ça demande de Sinon, suivre. Voilà. il faut plusieurs années pour faire un auteur. James Lee Burke est traduit chez Rivage depuis de nombreuses années. Il a fallu le film de Tavernier et une espèce de coup de pouce comme ça pour qu'on découvre qu'il existait. Et en sortant du polar, s'il n'y avait pas eu la route, comme avec McCarthy, hein, tous ceux que j'ai à la maison, je suis la seule à les avoir. Enfin, je veux dire, alors maintenant, si, les gens les ont rachetés, mais il faut les projecteurs, quoi. Il faut les feux de la rampe pour que ça décolle. Oui, après, il y a aujourd'hui Il y a le film. il y a le grand mouvement des blogs aussi, mais c'est vrai que là, il y en a tellement que c'est un peu dur de s'y retrouver. Il y a de très bons blogs. Oui. Il y a de très bons blogs. Il y a des blogueurs qui font très très bien leur travail, qui lisent vite, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une chronique détaillée, circonstanciée. On n'est pas toujours d'accord, on s'écrit, hein, on peut discuter, mais enfin quand même solide, et ça paraît en général 15 jours ou 3 semaines avant un papier dans la presse. Oui. C'est-à-dire la sortie du bouquin. Donc les bons blogs, c'est magique. Moi, ça fait 10 ans que je suis pour le blog. Et les libraires aujourd'hui, ça fait partie les aussi. Libraires, c'est absolument, c'est le nerf de la guerre, le sel de la terre, c'est tout ce que vous voulez. C'est magique le libraire. Donc ensuite, vous devenez éditrice au Masque. Alors, vous faites comment? Vous mettez un pied dans le coin de la porte? Alors, ça a été assez compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, à la fois comme journaliste et comme traductrice, je connais des gens dans le milieu, comme on dit. Et donc, il faut téléphoner au moins 1 heure par jour pour avoir les infos qui circulent. Et ça, c'était avant Facebook et compagnie. C'était vraiment, c'est le carnet d'adresses. Et j'ai appris, 3 mois avant que la maison même ne le sache, le départ de la personne qui dirigeait le Masque à l'époque. J'ai appris par les gens chez qui elle allait. Et donc, j'ai téléphoné. Et on m'a dit, mais enfin, c'est de la folie. Elle est toujours là. J'ai dit, mais pas pour longtemps. Donc, j'ai attendu 2 mois. Et effectivement, à la rentrée, on m'a rappelé. Donc, vous arrivez au Masque ouais. où, il n'y avait plus grand-chose. Voilà, c'était un peu une maison en perdition, on peut le dire. C'était une maison dont la splendeur était passée. Oui, parce qu'il y a eu de grandes années du Masque où il y a encore, nous, en occasion, on a encore des quantités il y a de très énormes, belles choses. de très belles choses. Donc, alors, il y a le problème de la traduction. Masque, c'est comme c'était pas une maison qui avait beaucoup d'argent. Les traductions étaient quand même pas très soignées. Donc, il n'y avait pas de tradition du beau texte bien traduit. Donc, il y a eu du travail là-dessus. Et puis, il a fallu reconstituer un catalogue. Et je me suis dit à l'époque que la période des vieilles anglaises, de la Tea Party, dans le bon sens, de toutes ces choses un peu
très charmante, mais un peu obsolète quand même. C'était à 5 Je pensais heures, que c'était quand même terminé. Hein. Moi, je n'avais pas envie, en tout cas. Donc, j'ai frappé assez fort et assez brutalement pour trancher, pour que il n'y ait pas de confusion. Parce que je rencontrais des gens qui me disaient: ah, vous travaillez au masque, c'est les petits jaunes. Oui, c'est ça. Ils Oui. pensaient petits jaunes. Et les petits jaunes, c'était charmant, c'était ravissant, c'était tout ce qu'on veut. Il y a des trucs magnifiques, hein. Mais il faudrait, si on avait voulu republier ça, il fallait tout dépoussiérer, il fallait refaire les trades. Enfin, c'était Récupérer les droits. Enfin, il y a quand même pas oui mal de tout. choses, hein. C'était donc autant démarrer, voilà, d'un pied neuf et de bon pied. Donc le premier texte que vous mettez en avant, c'était... Alors, je sais que celui qui vous était le plus à cœur, c'était Boston Terran à l'époque. Bah, Mais Boston avant... Terran, c'était quand même. Il y a eu 2 livres publiés en anglais de Boston Terran. Le premier, dont j'ai pas eu connaissance parce que ça venait par un autre agent, un autre éditeur, et donc j'ai reçu le deuxième. On recevait des livres en anglais à l'époque. Maintenant, on reçoit des fichiers, on reçoit des PDF, et on en reçoit 10, 15 par jour. Mais à l'époque, on arrivait, on avait les bouquins sur la table, et on feuilletait, on les reniflait, on les retournait, comme chez le libraire, comme ça, en occasion. Donc il y avait une vraie matière de livres, et on se décidait plus facilement quand même. C'était plus incarné. Et j'ai regardé la 4e de couverture de Boston Terran. C'était Never Count Out the Dead, que j'ai dû appeler Méfiez-vous des morts. Et il y avait un nombre d'auteurs que j'aimais, que je connaissais, pas forcément connus, mais que je connaissais. Il y avait 5 citations. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'a pas pu avoir les 5. C'est les 5 dans le même mouchoir, c'est trop beau. J'ai commencé à le lire et je me suis dit, bon, allons-y. À l'époque, on pouvait faire ça. Trouver un livre formidable. Je me suis même pas renseignée sur l'auteur à l'époque. Si je m'étais renseignée, j'aurais appris qu'il n'existait pas, ou en tout cas qu'il était invisible. Mais c'était pas un problème. Et donc, on a fait ça. Et puis après, c'est John Harvey, un jour, dans un festival, qui m'a dit, mais t'es mignonne, mais tu sais pas qu'il a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle God is a Bullet. Je dis, ah bon? Donc, j'ai commencé à le chercher et je l'ai trouvé chez un agent et je l'ai publié après. C'était Satan dans le désert. Donc, et puis, il y a eu Philippe Kerr. voilà. Alors, ça, l'intérêt d'avoir beaucoup lu, beaucoup avant, et de ne pas avoir tout oublié, c'est que j'avais une obsession pour la trilogie berlinoise. Et je me souvenais que c'était formidable et mal traduit. 2 éléments. Et donc, quand je suis arrivée, il y avait 2 ou 3 autres livres de Philippe Kerr au catalogue qui n'avaient rien à voir avec Bernie Gunther, qui n'étaient pas spectaculairement bons, ou en tout cas qui ne me plaisaient pas follement, et toujours pas de Bernie Gunther. Donc, j'ai fait le siège de l'agent pendant 6 ans. Tous les ans, je lui disais, alors, où est Bernie Gunther? Et une année, elle m'a appelé, elle m'a dit, ça y est. Donc, je l'ai fait. Je ne sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs. La Pédidupe? Non, ça, Non, c'est... non, je l'ai fait entre-temps, celui-là, oui. pour faire patienter. Oui. C'était La mort ou l'autre, je ne sais pas quoi. Bon, Excusez-moi, doit moi être aussi j'ai marqué. un doute là, oui. On a du mal à aller trouver les titres et après on les oublie une fois qu'on a peiné dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu republier... La mort entre autres. La mort entre Merci. autres, voilà. Désolé. La mort entre autres. J'ai voulu republier la trilogie berlinoise pas longtemps avant pour que la génération d'après, c'est un livre qui avait 20 ans, donc il y a toute une génération entière qui ne savait pas ce que c'était, pour donner l'occasion de le relire et à l'occasion de nettoyer cette trame qui était quand même plus que calamiteuse. Hein. J'ai vraiment eu honte en le relisant. Et ce qui s'est passé en le relisant, c'est que je me suis dit, mais ça reste impeccable. Je l'ai relu en anglais. Et on l'a publié juste avant. J'ai dû me battre. Hein. J'ai dû me battre parce que c'était une vieillerie. On ne va quand même pas racheter un truc qui est poussiéreux et tout. Je dis, je pense que c'est utile. Et du coup, ça a été Ça a été la quelque voie chose royale. d'incroyable. Ouais. D'abord le texte. L'objet était beau parce que les 3 bouquins tenaient en un seul. Ça faisait quand même, c'était pas non plus grâce à l'épaisseur de papier, ça faisait pas. L'objet était beau, c'était en plus il y avait ça. Et en ma génération justement, moi qui connaissais, parce que je les voyais d'occasion, parce qu'on a une librairie qui fait d'occasion, donc on les voyait passer. C'était bleu, hein. Oui, Ouais. enfin il y en avait différentes sortes. Il y en avait chez Livre de Poche, il avait été chez Livre de Poche. Il y avait des petits jaunes. Chez les petits jaunes et il avait été édité chez Livre de Poche. Alors là, il aussi. avait été un peu coupaillé parce que c'était trop long. Et puis, Enfin bon, il n'a pas eu un joli traitement, le pauvre garçon, à ses débuts. Hein. C'est pas... Et donc, du coup, oui, avant même la sortie du 4e, la trilogie explose les J'ai ventes, fait quoi. 3 mois avant. Ouais. Et en fait, c'est Claude Mesplède qui me l'avait indiqué, parce qu'on a toujours un parrain et un passeur. Hein, on découvre, on tombe pas dedans comme ça.
c'est pas magique, c'est pas de la génération spontanée, je pense pas le polar. Et je devais faire un papier, je me souviens, dans l'Européen. Il y avait un magazine qui s'appelait l'Européen. Et c'était Michel Abesca qui tenait la rubrique du Monde à l'époque, qui faisait ça avec une autre fille du Monde. Et il fallait faire par pays. Il fallait donc que chaque pays d'Europe ait ses polars. Et arrivé au Portugal, à l'Irlande, à l'époque, il n'y avait pas d'Irlandais. Il n'y en avait pas. Oui. Et je ne sais plus quel pays, ils se sont dit, oh là, c'est trop difficile, on va demander à notre copine, c'est elle qui va plancher. Donc j'ai appelé Claude Mesplaine, qui savait tout. Pas compliqué, c'est tout, il a tout, il sait tout. Et en bavardant, il me dit, mais au passage, tiens, tu ferais bien de lire Philippe Kerr, ça te plairait. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Philippe Kerr. Et donc là, c'est ce qui relance complètement le masque, parce que c'est vrai que c'était Ça a encore bien décollé, là. Ça a complètement décollé. Aujourd'hui encore, hein, le nouveau vient de sortir, Les Ombres de Catine, et reste enfin dans les. Je l'ai lu, j'ai eu le manuscrit, c'est vraiment bien. Hein. Ouais. Et puis il y a eu Rankin. Et puis il y a eu Rankin. Il y a eu Rankin, parce que Rankin végétait dans une maison qui s'en occupait pas vraiment, c'était pas très bien traduit non plus. Il y avait enfin, bon, ça méritait mieux, si on peut dire. Ça méritait qu'on s'en occupe. Donc ça a été une récupération à la loyale. Hein. Pas de... Voilà. Il y en a eu des pas à la loyale. Moi, j'essaye de pas. J'essaye de ne pas, mais il y a des jours où il faut ce qu'il faut quand même. Mais ça a été très propre et très bien, et ça a bien fonctionné. Et il y a William Gay aussi. William Gay, ça a été pareil. William Gay et Ron Rash, ça a été pareil. Ça a été des lectures de livres que j'ai eus entre les mains. Et on commence à lire, et tout d'un coup, il y a le frémissement, le picotement infernal. Et là, on n'en croit pas ses yeux. On se dit, c'est pas vrai, ça existe encore, quoi. Bon. Donc, c'est dans la nuit ou dans la nuit le lendemain matin. Enfin, c'est pas des livres très longs, mais c'est des livres très denses. C'est d'une écriture très, très serrée, très complexe. C'est pas facile. Et on se dit, challenge, ça va être difficile, ça va être dur à traduire, ça va être dur à éditer, et ça va être chouette. Oui, mais bon, c'est toujours pour citer Guérif, où est-ce qu'on a vu que le polar devait être facile à lire. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Je pense que ceux qui se vendent beaucoup sont faciles à lire, oui. Honnêtement. Regardez les listes de meilleures ventes, ils sont très faciles à lire, ceux qui se vendent bien. Donc après, vous restez au masque pendant quelques temps. Oui, une petite dizaine d'années là-dedans. Dizaine d'années. Et vous partez chez Seuil. Ouais. Alors là, c'est pareil, ça se fait à la loyale ou... Complètement. Complètement. Et là, vous récupérez au Seuil. On m'a appelé, j'y suis allé, on a parlé, on a signé. Non, là, il n'y a pas... Vous avez emmené des auteurs avec vous? Parce que ça se fait maintenant aujourd'hui. Justement, au Seuil, comment... c'est-à-dire que la place parti, était libre, si voilà. je peux dire. La place s'est libérée parce que Robert Pépin a été dévié. C'est le premier, c'est le début du mercato, ce qu'on a appelé le mercato de l'édition. C'est lui qui l'a foot. Je dois reconnaître que le parallèle est avec les auteurs et avec les éditeurs. On a 2 mercatos par an, c'est pareil. Celui d'hiver et celui d'été. Et du coup, là, c'est lui qui a entamé celui-là parce que ça a chamboulé. Il y a eu un espèce d'effet. Il est parti avec Michael Connolly, donc c'était ça l'objectif. Hein. C'était que Michael Connolly aille chez Hachette. Et puis 2 ou 3 auteurs. Il y en a un que j'aime bien, Pélécanos, quand même. Pélécanos, c'est Robert Bloch. Ça m'a fait souffrir, ça. Laurence Bloch est retournée chez Gallimard, donc c'est fini. Donc vous voyez que c'est volatile. Ouais. Hein. Et il est parti en laissant finalement pas énormément d'auteurs. Au sens, il y avait un style, FBI, CIA, police de New York, police de Los Angeles, très, très police, très enquête de police. Mais au fond, il n'y avait pas... en dehors de Michael Connolly et, Dieu merci, Déon Meyer, qui était resté. Ça, c'était sympathique. C'est pareil, Déon Meyer, ça a mis du temps. Enfin, ça a mis beaucoup de temps à s'installer, puisque moi, les premiers, nous, on les vend en quoi, 2005-2006. Oui, c'était 3000 exemplaires. C'est ça, c'est vrai. Ouais. Et il y a Alatras, il y a qui arrive, enfin, et ça commence, ça décolle. Ça a décollé avec Alatras. Ça décolle avec Alatras. Et ça, c'est parce que je suis arrivée, j'ai trouvé Alatras. Et je l'ai lu tout de suite et je me suis dit, mais il n'a jamais fait ça. C'est un livre qui aborde des voix, qui prend des
des tangentes. Il n'a jamais fait ça, une espèce de mélange d'espionnage avec des transcriptions, des fausses transcriptions, un personnage de femme qui est un personnage qui pourrait être l'objet d'un livre à soi seul et tout ça. Et j'ai trouvé que ça avait pris une ampleur tout d'un coup, que ça avait pris une espèce de maturité. Donc je l'ai dit, j'ai dit, mais il n'a jamais fait un truc comme ça, c'est formidable. Donc tout le monde a dit, il n'a jamais fait un truc comme ça. Et hop, c'est parti. Oui, Mais- c'est aussi beaucoup de communication des fois Oui. aussi pour. Oui, il faut le dire ça dans ce cas-là. Pour quand quand Ouais. ça fonctionne. Et pourtant, parfois, on a tout ce qu'il faut. On a le bon livre, on a le bon éditeur, on a le bon traducteur. Ça arrive à tout le monde d'avoir de très bons livres et de très bons auteurs et de ne pas les vendre. Hein. Ça, c'est assez Même répandu. même nous, parfois, il y a des choses qu'on voit pas avec tout ce qui est édité Et on ne aujourd'hui. sait pas, et on se rencontre Et, après, un an après. voire Bien sûr. bien plus tard après. Et justement, aujourd'hui, pour continuer, avant de Mais continuer j'ai sur pas les répondu à auteurs, votre question. Avec qui je suis arrivée oui, oui. Avec Alors, Ron Rash. avec Ron Rash, oui. Et Ron Ouais. Rash était à l'époque un auteur, pas de polar, mais de noir. Et tout d'un coup, on l'a transformé en auteur de littérature parce que les deux que j'avais dans mon petit sac n'étaient pas des romans noirs. Et donc, je n'avais pas pu les publier au masque dans une collection de polars. Je les avais. Donc, voilà, littérature. Et puis. Ah, ça, c'est vraiment une interrogation, parce que Ron Rash, dans des magasins comme le nôtre, dans des librairies comme le nôtre, qui ont des rayons. Bah, vous le mettez en voilà, littérature et en polar. c'est compliqué. C'est compliqué. Je connais des gens qui le font. Voilà. Après, il y a des questions de marketing, comme on dit. Il y a des Et c'est vrai que maisons du coup, qui mettent Ron Rash dans les deux rayons. Comme ça, quand il a le Grand Prix de littérature policière voilà, c'est ça. avec un livre, eh ben, les gens viennent le chercher au polar. Et puis, ceux qui le connaissent en tant qu'auteur de littérature, eh ben, ils vont le chercher au rayon vert. si On je a peux dire. toujours des problèmes, comme dans toute librairie, de place. Oui. Et voilà, c'est vrai que des fois, c'est ça qui Moi, ça rend la m'agace chose quand même compliquée. qu'on puisse pas avoir droit à plusieurs voix, à plusieurs couleurs, à plusieurs tonalités, qu'on soit immédiatement. C'est comme il y avait un garçon formidable qui est mort, je crois, cette année, qui s'appelait Ian Banks. Oui. Oui. Ian Banks, c'était un auteur de science-fiction. Il qui a mettait fait le de très- M. Il mettait le Yann Oui. M. Banks quand il C'est écrivait vrai. la SF. C'est vrai. Et il enlevait le M quand il écrivait la littérature. Exactement, c'est vrai. Mais enfin, c'était le même garçon. Oui, oui. non, Mais c'est vrai qu'il avait. Je l'ai découvert c'est un- moi très tard, puisqu'il y avait une lettre en plus. Je Ouais. m'étais dit, C'était le même. Ben C'était oui. pas le même, en fait. Je m'étais dit, c'était C'est pas comme le si même. Thomas Cook ne faisait pas Thomas H. H. Cook. Cook, Pour, voilà. D'accord. Mais n'empêche qu'il a fait, et que moi je le considère aussi comme un auteur de polar. Enfin, et lui, il a eu le droit à cause du M. À cause du M. À cause du M. Donc, on pourrait faire Ron. Je ne sais pas quel est son deuxième prénom avec En fait, nous, l'initiale, on a un moment, on fait confiance à l'éditeur. C'est-à-dire que quand un éditeur le présente dans une édition de littérature, il va aller en littérature. Et au bout d'un moment, comme même nous, on n'a pas, quand on nous présente le livre, on l'a pas lu, puisque pour la petite cuisine interne, pour les gens qui sont là, nous, on nous présente les livres 2 mois avant qu'ils sortent. Et donc, évidemment, on ne les a pas lus. On peut essayer de les lire avant. On demande gentiment un service de presse, et des fois, on l'a. Mais souvent, ça dépend des éditeurs, mais chez vous, j'ai pas de problème. Et du coup, on lit, on espère le lire avant, on le lit très rapidement, et après, on se décide. Mais donc, nous, quand on nous présente, on ne l'a pas. Donc, au bout d'un moment, eh ben, on fait confiance à l'éditeur. On estime que si l'éditeur l'a édité, et c'est votre cas, en cadre vert, il doit aller en littérature. Un pied au paradis. Je savais bien que c'était pas un roman policier. Mais c'est un roman noir, c'est un Mais pur roman c'est noir. un roman noir. Donc le roman noir rentre dans la catégorie roman policier. Mais un roman noir, Daniel Woodrell, Donald Ray Pollock, c'est du roman noir. Pour Et Pollock, c'est ça a en été très compliqué littérature. aussi. Donc c'est très compliqué. Pour Pollock, ça a été très compliqué. Et on a dû se battre à un moment donné. Et au final, on essaye de se dire qui va le mieux le défendre. C'est ça Oui. qui va l'emporter. Et moi, je trouvais que Rache, ça lui donnait l'ampleur qu'il a réellement. Parce Oui, que mais c'est oui. un poète, c'est un nouvelliste incroyable, c'est un magnifique nouvelliste. Je viens de lire son prochain roman, qui n'est pas paru aux États-Unis encore. C'est de la poésie en prose. Hein. C'est-à-dire que c'est encore plus compacté. On ne peut pas mettre ça en roman policier, quand même en roman noir. Il y a une enquête, cela dit, mais non. Non, mais c'est vrai que ça devient compliqué. Aujourd'hui, la frontière a complètement sauté. Et c'est vrai que ça devient. Et William Gay, ça devient- pareil. Oui, William Gay, pareil. William Gay, pareil. À chaque fois, j'ai publié le premier que j'ai lu, il y avait Dieu merci un ou deux cadavres. Et ça sauve la vie parce que quand vous présentez le livre aux représentants, vous ne mentez pas. Il y a un cadavre et on essaye de savoir, plus ou moins, mais enfin, on essaye quand même de savoir ou d'arranger le truc. Donc, on est dans le noir. Bon, ensuite, c'était Le Monde à l'endroit.
à part le gamin qui va couper ses plans de Marie-Jeanne, là, et qui se fait sectionner le tendon d'Achille par le proprio qui n'est pas content, on ne peut pas dire que ce soit follement un roman noir ou un roman policier. C'est un roman d'apprentissage. Je n'allais quand même pas le mettre en seuil policier. Non, mais voilà, c'est à un moment donné, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. Alors, quand dans les librairies, ne serait-ce qu'elles sont sur un seul et même étage, ou les rayons sont à côté, ça pose moins de problème. C'est vrai que chez nous, c'est compliqué. Donc, et je réponds, je finis. Voilà. Répondre à la question, Don Winslow. Là, on est en plein dans le roman policier. Voilà. Là, j'ai tout bon. Et quand même noir. C'est pas non et plus, noir aussi, puisqu'il a plusieurs... oui, il a plusieurs facettes. Il a plusieurs facettes. Et alors, on va faire un petit crochet quand même par un autre thème. qui rentre dans la catégorie rage gay. Alors, le western. Parce que là, c'est aussi une grande discussion qu'on a. C'est pas à l'ouest, c'est dans le nord. Voilà, mais... Ouais. C'est une grande discussion qu'on a aussi avec le rayon littérature. Rivage vient de sortir une collection de western. Ils la mettent en littérature. Historiquement, ça fait comme une quinzaine d'années que je suis dans le rayon. C'est du pulp, le western, à l'origine, bien sûr. C'est du pulp. Il y avait une collection à l'époque qui s'appelait Western, des petits bouquins, etc. C'est du pulp. Donc c'est vrai que et tous les westerns de Rivage jusqu'à aujourd'hui, Elmore Leonard, etc., étaient en roman policier. Bah, ça s'appelait Rivage Thriller en plus, ce qui est absurde parce qu'il n'y a thriller pas un du seul tout. thriller chez Rivage. Donc, Ah. ils ont fait aussi, alors il y en a, oui, ça, il y a du folio policier, il y en a. Je me demande si William Gay n'est pas devenu un thriller. Alors, il y a un mois, au début du mois du polar, on recevait 3 auteurs. Oui. Et voilà. Et William Gay, thriller, il faut le faire quand même. Marin Ledin avait une définition que je trouvais pas mal. Il disait que pour lui, le thriller, c'était une boîte à outils. C'est pas un style. Il y a le roman policier, le roman noir, mais il y a des auteurs qui font du noir en utilisant les techniques du thriller. C'était une boîte à outils, le thriller. Il donnait l'exemple de Caril Ferret, qui fait du thriller, mais c'est du roman noir. Voilà, que en fait, le thriller était une boîte à outils dont les romanciers se servent ou pas. Bon, c'est assez pratique finalement, on peut tout mettre, oui. Ouais. Donc Scott. Voilà. Alors ça, donc du coup, ça c'est pareil, c'est parce que la couverture, on est quand même, on est dans le nord, mais enfin, on n'est quand même pas. On est sous la neige. Ça, oui. Bon, dans les westerns, on n'est pas sous la neige. Ceux de, oui, c'est vrai. Jeremiah Johnson, il y avait de la neige. Ouais, il y a un petit peu, et puis aujourd'hui. Et Fargo, c'est quoi alors? Et Craig Johnson, dont la plupart des romans dans le Wyoming se situent sous 10 mètres de neige, encore 10 mètres des fois. Donc, James Scott, j'ai lu le texte. J'ai fait comme pour Ron Rash, j'ai fait comme pour William Gay. J'ai lu le texte, j'ai trouvé le texte admirablement écrit. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé qu'il y avait 5 corps dans la neige et du sang sur la neige pour ouvrir le truc. Si c'est pas du roman noir, ça c'est rouge et blanc, d'accord. Mais si c'est pas du roman noir, c'en est. Et ensuite, il y a un survivant qui s'est caché dans le fenil. La mère qui rentre, elle était partie à ses affaires, qui sont compliquées. Et elle rentre, elle trouve tout le monde massacré. Elle va partir avec le seul fils qui lui reste à la poursuite des 3 hommes au foulard rouge. Si c'est pas du roman noir, qu'est-ce que c'est? C'est pas de la romance. Et alors, du coup, à chaque fois que vous éditez un livre, vous pensez à la collection de poches qu'il y a derrière. Vous vous dites, par exemple, le Ron Rash, vous allez l'éditer du coup, alors qu'il a eu. Alors, c'est pas moi, hein, c'est autre chose. Ça, c'est le passage en poche. Le passage en point, en poche. Alors, c'est différent au seuil d'avant, parce que quand j'étais au Masque, tout le monde pouvait acheter les droits de nos bouquins. Ça pouvait partir, comme c'est parti très souvent, chez Folio Policier ou chez Livre de Poche, qui a la priorité parce que c'est Hachette. Mais c'est parti beaucoup chez 10-18 aussi. Donc, chacun faisait ce qu'il voulait. Enfin, voilà. Là, point, c'est un étage au-dessus. On se parle. Ils me disent, on va mettre ça en thriller. Je dis, ben non, c'est pas un thriller, c'est un roman policier. Ou on va le mettre en policier. Ben, je dis, non, c'est de la littérature. Donc, voilà, on en parle, puis ils font ce qu'ils veulent après. Moi, enfin, ils vont pas mettre Ron Rash en roman policier. C'est évident. Voilà. Non. Voilà, contrairement à ce que Livre de Poche avait fait sur. Voilà. Alors, du coup, ensuite, on va faire un petit tour du monde, parce que là, vous avez édité aussi, c'est pareil, on parle de la littérature américaine, mais alors, vous êtes allé dans le monde entier. Donc, en Afrique du Sud, beaucoup. En Afrique du Sud. Et donc en Israël. Alors là, c'est compliqué parce que je ne lis pas l'hébreu. Et donc, là, c'est l'agent qui est tout puissant, qui donc soumet. Alors, ce qui est formidable, c'est quand finalement j'ai décidé de publier Dror Michani, je ne savais pas vraiment qui c'était.
Et je ne savais pas à quel point ce qu'il avait dans la tête et ce qu'il avait à dire me convenait et me correspondait. J'étais, contrairement à Rache, où tout de suite il y a une adéquation immédiate. C'est-à-dire qu'en lisant, je sais, parce que je lis cette langue, donc je sais exactement ce qu'il veut dire et je sais tout ce qu'il y a derrière et je le comprends culturellement. Avec l'hébreu, je ne peux pas capter. Donc on me donne une intrigue et on me donne un schéma. Je fais lire le livre par 2 personnes différentes. Je me dis, ça a l'air quand même drôlement bien. Ça a l'air drôlement bien. Et dans ce cas-là, on saute. Hein, on saute, on se passe le nez, on a les yeux bandés, on saute dans Oui, parce dans qu'on les prend, temps. on prend encore un risque quand on est éditeur, à chaque Énorme, fois, énorme. énorme. Parce que les coûts de traduction, enfin, on va revenir, C'est le risque total, là. Et ça marche. Ça, c'est bien. Alors, c'est vrai que des fois, ce qui se passe, c'est que il faut aussi le temps que l'auteur s'installe, que les poches le relancent le grand format. Voilà. Mais alors, C'est- Michani, avec le premier, la disparition inquiétante, ça s'est installé, pour ainsi dire, tout de suite. Oui. Hein. Ça a pris Il y avait comme une demande sur le polar israélien, parce que depuis Batiagour, oui, il n'y avait il pas n'y avait, grand-chose. il y avait plus Non. grand-chose. Mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y en a eu, en plus, il y en a eu 2 au même moment, puisque vous aviez dit, je crois que c'était 18 ans. Non, 18, c'était les escales, c'est comment ils oui, c'était les s'appellent, escales. je ne sais plus comment, mais c'est pas du tout le Oui. même genre. Non, mais il y a, Voilà. il y a un moment donné, il y a Oui. eu une petite actualité. Donc tout d'un coup, il y a eu comme Voilà. une émergence ou une réémergence du roman policier israélien. D'ailleurs, Batiagour est reparti. Enfin, voilà, Ouais. donc, Non, mais maintenant, ça devient... ça devient. Mais le pays étranger, où à mon avis est le roman policier maintenant, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Parce que, bon, il y a Deon Meyer, il y a ce type que Robert Pépin a emporté chez Calman, il s'appelle Roger Smith, Oui, Roger Smith. bien violent. Il y a quelqu'un que je publie maintenant qui est Mike Nichol, Mhm. et qui est une version beaucoup plus réaliste, beaucoup plus rock et plus moderne, moins aimable, sûrement. Ça relance le fond. Il y en avait eu chez Rivage aussi. Il y avait eu. Chez Rivage, il n'y avait pas eu Eberson ou il y en avait Tu sais, il y a un eu Eberson il y a très très longtemps, C'est c'est eux, bien Rivage. sûr, grand classique. Voilà. Grand Il y a eu classique. il y avait, Et donc, des Sud-Africains, je vais publier une amie de Deon Meyer l'année prochaine, s'appelle Karine Brinard. Je suis sur un autre coup et j'ai reçu ce matin un manuscrit de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et simplement, l'agent de cet auteur a déjeuné avec Mike Nichol et Deon Meyer, qui ont dit, il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'il aille au seuil, puisqu'on est déjà tous là. Voilà. Donc finalement, je suis en train de me dire, mais l'Afrique du Sud est en train de devenir les États-Unis des années 70, 80, 90, parce que la violence est là, Oui. la complexité raciale, ethnique, mais aussi sociale est plus intéressante. Il y a le problème d'immigration qui est énorme aussi. En Afrique Il y a du Sud. les pays autour sont très très intéressants. Il y a des racismes, c'est pas un racisme, il y a plein de racismes entre eux qui sont d'une complexité, d'une subtilité formidable. Et les rapports de classe sont encore très, Les rapports très de forts. classe sont encore incroyablement Il complexes. y a eu une actualité de grève énorme qu'on Oui, n'avait pas vue depuis oui, les années 60. Politiquement, c'est un plaisir. Sur le plan de la corruption, du fric international, de la mondialisation du crime, c'est également un pays de rêve. Ah non, c'est un vivier, l'Afrique du Sud. Moi, je suis très contente. Alors, on va repartir un petit peu en Europe, parce qu'il y a quelques Écossais que vous avez édités aussi. Ah. Éco- Scott n'est pas écossais, mais il est Oui, peut-être. c'est vrai. Alors, Millard n'est pas écossais, il est irlandais. Non, mais il y avait, je ne l'ai plus. Bon, Rankin, il y a Rankin. Oui, il y a l'Écosse. Rankin, on en a parlé. Il y a l'Irlande avec Millard. oui. Non, c'est tout. Il y a- Rankin, à l'époque, je publiais Denise Mina aussi. Oui, il y a eu Denise Bina. Voilà, que j'avais découverte parce qu'elle avait écrit un bon papier sur Val McDermid. Et finalement, c'est toute une clique. Ils se connaissent tous très bien. Donc, j'ai un peu lâché les Écossais, et puis j'ai retrouvé l'Irlande Irlande. avec Millard. Alors Millard donc, Ah. a fait un roman qui s'appelle On the Bricks. C'est un roman. Vous l'avez pas mis, vous l'avez mis dans quelle On catégorie là, l'a mis hein en roman, parce Vous l'avez qu'il mis l'a en quand même roman romancé. Il a quand même romancé, mais c'est vrai que c'est quand même une biographie. En tant que roman, c'est un sacré mauvais roman, parce qu'il y a des trous pas possibles. Vu qu'il ne peut... Je vous raconte l'histoire. Sam Millard, c'est un Irlandais de Belfast, qui a découvert à 15 ans la politique, parce que son frère l'a emmené un jour faire un tour en ville, et c'est le jour où... Micro Oui. C'est le jour où ça n'allait pas bien du tout, ils étaient tous en train de se tirer dessus. Il a découvert ce que c'était que se battre pour son pays contre l'anglais. Et donc, il est rentré dans les rangs de l'IRA. Il devait avoir 16 ans. Alors,
ça implique de la violence. Je veux dire, Dieu merci, il n'a pas le traumatisme d'avoir tiré sur quelqu'un, d'avoir tué quelqu'un, mais il a porté des valises, il a posé des choses un petit peu toxiques, enfin. Et donc, il s'est retrouvé en prison une première fois très jeune, donc prisonnier politique. Et puis, il a repiqué une deuxième fois. Et là, la deuxième fois, c'était plus embêtant parce que c'était Lankesh. Et Lankesh, c'est les blocs H, c'est la grande prison politique qui était l'emblème de la répression anglaise, finalement. Il y avait ces garçons qu'on appelait les blanket men, c'était les prisonniers qui, pour ne pas porter le pyjama pénitentiaire britannique, c'est-à-dire les couleurs de la reine et la méchante Margaret, étaient carrément nus sous leur couverture, d'où blanket men. Et ce livre, On the Brinks, c'est le récit de sa vie en deux parties. La première partie qui est le militant politique et la prison politique. Et puis alors, il y a une espèce de hiatus phénoménal, car tout d'un coup, on se retrouve aux États-Unis. On ne sait pas comment il y est arrivé. On sait très bien en fait, parce que quiconque connaît les relations entre les États-Unis et l'Irlande, la façon dont les choses sont financées et le rôle des États-Unis dans l'Irlande, bon, très bien, on sait qu'il y a des passeurs, on sait qu'il y a toute une filière et qu'il y a et des flics et des prêtres irlandais américains qui aident, qui font marcher la... J'avais lu, je ne sais plus, c'est lui qu'on s'était croisé et qui avait expliqué que, je sais plus, qu'en fait le 11 septembre avait mis fin. Une des raisons pour lesquelles l'IRA aussi avait arrêté, c'est que le 11 septembre donne un autre côté au terrorisme. Exactement. Aux États-Unis et qui soutenait des terroristes et que tout d'un coup, quand ça arrive sur leur sol, les fonds du jour au lendemain s'arrêtent. Ça n'a plus été pareil. Voilà, et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles l'IRA a dû déposer des armes. Ouais. Ça n'a plus été pareil. Et d'ailleurs, je vais le dire après, mais il a été gracié par Clinton. Oui. Bon. Donc, il se retrouve en Amérique, il mène une vie tout à fait correcte. Il est croupier dans un casino, il trouve ça marrant. Il est parti avec sa femme, je crois que ses 3 fils sont nés là-bas, ou en tout cas un en Irlande et 2 aux États-Unis. Et son rêve était de monter une boutique de BD, parce que c'était un grand fan de BD. Et d'ailleurs, il écrit, si vous lisez ses romans, il écrit, c'est la technique BD. Oui, hein, c'est vraiment le gros plan, l'action, et même l'écriture est très très rapide, avec beaucoup de jokes, très amusants. Enfin, c'est pas du tout un narrateur à la 3e personne du 19e siècle, hein, c'est vraiment un écrivain moderne. Et un jour, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, il veut pas le dire, ou plutôt quand il répond, il ment, j'en suis sûre. Il fait le casse de la Brinks. Alors, le casse de la Brinks, c'était le dépôt de... C'était Richmond, en Virginie, je crois. Ou c'était dans l'État de New York, je ne sais plus. Bref, il avait un copain, toujours les anciens flics irlandais, enfin, toujours cette famille irlandaise. Un copain ancien flic qui était devenu gardien du dépôt de la Brinks. Et il allait le voir, ils allaient boire des bières ensemble. Et pour aller chercher les bières, il prenait une caisse de je ne sais pas quoi qu'il mettait qui mettait contre la porte pour pas avoir à la fermer, à la rouvrir. Donc n'importe qui à ce moment-là pouvait rentrer. Il y avait quand même à l'intérieur toutes les camionnettes, toutes les fourgonnettes qui allaient chercher le fric dans les banques et le rapporter et tout. Donc là, Sam Millar, il s'est dit ça a l'air fastoche. Donc il est parti avec une camionnette qui était sa vieille fourgonnette pour transporter les BD, un pote et des flingues en plastique. Et puis le fameux passe-montagne tricoté à la maison. Et ils sont rentrés, alors ils ont ficelé leurs copains, ils l'ont un petit peu, bon, je crois qu'ils l'ont un peu tapé. Et puis les autres, ils les ont enfermés dans leur bureau. Ils ont commencé à charger la camionnette. Il y a des gros sacs avec plein de billets dedans. Pierre démarre et la camionnette ne démarre pas. Pourquoi elle ne démarre pas? C'est qu'il y en a trop des sacs. Elle était vieille. Donc ils étaient obligés d'en jeter. Ils en ont foutu sur le ciment et c'était un peu triste. Et ils ont filé. Alors, c'était vaguement organisé. Il y avait le fameux prêtre, le fameux flic, enfin, toujours la filière, et l'avocat. Et c'est là que ça pourrit, c'est que l'avocat, ils en ont déposé une grosse partie chez l'avocat. Et alors, l'autre, c'est pour ça que c'est pas un roman et que c'est pas non plus une autobiographie, tout d'un coup, on ne sait pas où est l'argent. Il se retrouve en tôle, il en reprend pour 8 ans, et grâce aux accords, etc., il est gracié par Clinton, il retourne à Belfast et il devient écrivain. Donc le dernier roman qui est sorti cette année. C'est bien, hein? Ouais. Le Cannibale de Crumley Road. On retrouve c'est un personnage qu'on avait déjà croisé avant. Et du coup. Il fait du vrai polar, là. Voilà. Il fait du vrai polar. Mais toujours en gardant
l'IRA derrière. Il y a toujours, parce que là, on retrouve les prisons. Il parle de la prison, il parle de... Enfin, Il on règle ses retrouve... comptes avec les flics très Il sérieusement. règle ses comptes avec les flics très Très sérieusement. sérieusement. Il règle ses comptes avec l'establishment. Ça reste du roman très engagé, hein, mais il y a un personnage à la Marlowe, finalement. Oui, oui, tout à fait. Un personnage de privé assez classique, un peu alcoolique, comme ma femme. Enfin, Oui, avec une ou deux petites mais avec une particularités. vraie touche irlandaise, quand même. Oui, oui, sympathique. Mais c'est très, très violent. Enfin, moi, je trouve que c'est un écrivain formidable. Stylistiquement, c'est vraiment intéressant. Et alors, du coup, maintenant, le futur, ça va être le futur. C'est quelles sont vos prochaines productions? Quelles sont vos prochaines... Alors, le futur proche. Oui. Hein, le futur proche, c'est la rentrée. C'est alors parmi les auteurs que j'ai trouvés là, dans le frigidaire ou dans le placard à provisions, il y avait Jonathan Kellerman. Alors, Jonathan Kellerman, c'est un auteur qui est très populaire, qui vend écrit très beaucoup. bien, qui écrit un livre par an. J'ai à peine le temps d'en finir un, qu'il faut refaire le suivant, et qui est finalement un auteur américain très tout venant, avec des intrigues qui sont bien ficelées, qui tiennent bien. Mais voilà. Et là, il s'est accoquiné, si on peut dire. Je ne sais pas pourquoi j'emploie ce mot, à mon avis, c'est pas le bon. Avec son fils, Jesse, qui avait donc fait le garçon des visages. Qui avait fait les visages, qui avait été une découverte, une révélation. Et ils ont écrit à quatre mains. Il avait déjà fait avec sa femme, je crois. Alors, Jonathan avait fait avec sa femme un ou deux. Elle avait écrit de son côté. Mais c'est pas de la qualité de père et fils. Oui, d'accord. Père et fils. Parce que moi, les visages avaient été extraordinaires. J'avais lu, alors je crois qu'ils avaient été écrits avant, ceux qui ont été C'est le dernier, après. les visages. Voilà. Et en fait, ont été publiés après ceux qui avaient été ceux écrits d'avant, avant, qui n'étaient pas aussi accomplis. Que j'ai trouvé un peu facile. En fait. Moins accomplis. Voilà. Les visages, c'est quand même très sophistiqué. Ah, les visages, c'était comme... Donc, celui de la rentrée d'octobre, là, c'est à quatre mains, le début d'une série. Ça s'appelle Le Golem de Hollywood. Et donc, ça reprend la légende du golem, anniversaire 2015-1915 de la parution du Golem de Mering. Oui. Ça reprend le thème du golem, mais ça part de Californie, puisque c'est le golem de Hollywood. Le flic est un flic juif qui a un tas de problèmes, des relations avec son père qui est rabbin qui sont magnifiques. Oui, c'est éblouissant, formidable. Il y a une relation avec, ils ont des relations avec Michael Chabon avait fait un roman aussi. Ah, mais ça, c'était le club des policiers yiddish. Qu'est-ce que c'était drôle. Rien à voir. Où justement le golem, où il imagine que son personnage s'échappe d'Allemagne dans la caisse du golem pour arriver aux États-Unis d'ailleurs. Bah oui, le golem fait partie de leur valise, hein, c'est important. Mais avant ça, il y aura un Thomas Cook. Voilà. Et Thomas Cook, c'est intéressant parce que il a, on peut dire, il a défilé une veine un tout petit peu différente. Il est sorti du couple, il est sorti de la famille, et c'est une relation d'amis. C'est un livre sur l'amitié, et c'est un livre sur la relation père-fils aussi, très très complexe, avec une espèce de tonalité à la Graham Greene. Et surtout, je crois que c'est son obsession, parce que ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup, Au cœur des ténèbres de Conrad. Il y a vraiment là une mise en abîme à chaque fois. Il vaut mieux avoir lu Au cœur des ténèbres. Moi, je dis qu'il faut toujours, quoi qu'il arrive, lire Au cœur des ténèbres. Et après, on se porte mieux. C'est un bon début pour lire tout ça. Donc, ça, c'est Le crime de Julian Wells. Mais c'est quand même deux gros trucs à la rentrée. Le français, vous avez complètement arrêté? Non, il y a un livre de Romas Lecombe. Il y a la suite des aventures de son grand-père. Voilà. Mais alors là, on est pareil. Romas Lecombe, il a commencé dans le polar. Aujourd'hui, il est un peu entre les deux. C'est de l'espionnage, là, ce qu'il fait. Alors, moi, j'ai dit espionnage, c'est un gros mot. Je crois que ça. Ah non, mais il y a une demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. J'allais rayer le mot de. Non, mais moi, il y a beaucoup de gens. On en est aujourd'hui à conseiller les Rick Rambler. On en est aujourd'hui à conseiller. C'est pas possible. Enfin, ça n'a jamais marché. J'adore ça. On doit avoir une clientèle un peu particulière ici. Non, mais c'est magnifique. Alors, vous allez vendre plein de secondes parce que lui. Mais on a une demande de l'espionnage. Son obsession, c'est Ambler. Une fois qu'on a conseillé Robert Little, une fois qu'on a conseillé John Le Carré, en général, on se retrouve. Mais il y avait McCarry qui était chez Livre de Poche, qui est épuisé. Ouais, c'était très bien. Et complètement épuisé. Très bien. Mais non, il y a les lecteurs de Le Carré, et puis après, les autres lisent du roman d'espionnage en voyant un article qui dit « c'est comme du Le Carré ».
Oui. C'est la seule Et référence. Robert Little aussi, qui est aujourd'hui Oui, avec... mais ça se termine. Oui, parce qu'il Ça arrive se- plus là. ça se- Voilà, on va arriver au passé bientôt. Oui. Là. Donc, ce que fait Sherlock Holmes, c'est finalement décliner ses obsessions, qui sont l'après-guerre, l'entre-deux-guerres, le bloc qui deviendra soviétique, les espions anglais qui sont en fait des espions soviétiques. Il est très très marqué par toute la petite bande de Philby et compagnie. Et il avait surtout un grand-père qui faisait partie de ces gens-là. Et il ne l'a découvert qu'il y a 3-4 ans. Et quand il s'en est rendu compte, son grand-père anglais, il s'est dit, il faut que j'écrive sur le grand-père. Donc on a commencé cette série comme ça. Alors j'avais dit que c'était de l'espionnage. J'ai eu l'impression que j'avais commis la bourde de ma vie sur le plan marketing, parce qu'on me dit, mais j'en déteste les romans d'espionnage. Alors je dis, bon, donc là j'ai dit, ça va être un roman d'aventure. Parce que l'aventure, ça plaît. Paraît-il. Non, mais c'est ce que vous savez, on entend de tout hein, en termes de commercial et de vente. On entend un tas d'arguments. En fait, il continue, mais là, ça va aller en Bulgarie et c'est un trésor. On va le dire avec plaisir. C'est un trésor. Rechercher un trésor. C'est vraiment drôle. Et vous travaillez beaucoup le texte, du coup, avec les auteurs? Ah oui, voilà. oui. Là, je me rattrape. Oui, parce que sur l'anglais, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que justement, on avait une discussion, j'ai posé la question, on avait Pierre Frognaud à votre place la semaine dernière, qui nous disait qu'il travaillait, il y en a qui étaient demandeurs, mais que grosso modo, quand le texte était publié, c'était l'auteur en était responsable. Ah bah oui, il en est responsable. Mais que l'éditeur, à un moment donné, peut demander, peut aider si l'auteur demande. Mais vous, ça vous est déjà arrivé de dire à l'auteur, parce que vous avez dit les Français avant. Non, mais très peu. Très peu. Non, au masque, c'était pas mon rayon, donc j'y avais pas la main. Et là, quand je suis arrivée au Seuil, il y avait Brigitte Aubert que je connais depuis toujours. Oui, il y avait Brigitte Aubert. Donc on était ravis de se retrouver. Donc c'est pas. C'est vrai, à un moment donné, a été un peu mis voilà, de côté. mais alors là, on est reparti, on est très contente. Et là, alors là, on travaille uniquement sûrement pas sur la structure et la construction, parce qu'elle est très très sûre dans sa démarche et dans sa progression narrative. Il y a pas grand-chose à dire, quoi. Moi, je la laisse complètement, elle maîtrise bien ça. Mais en revanche, sur l'écriture, sur le style, sur les mots, sur le choix des mots, sur certains dérapages où je dis, hop, là, ça va trop loin. Là, oui, on travaille. C'est très amusant. Très bien. J'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Y a-t-il des questions dans le public, peut-être? Non? Bon. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à bientôt, en tout cas, dans nos rayons. Thomas Cook.